Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui n'étaient pas là ce matin. OSV Explore, première édition, reprend. Et je vous propose de rencontrer un athlète singulier. Il a fait un choix très particulier, il s'appelle Stan Thuré, il est skipper. En novembre dernier, il terminait 25e de la route du Rhum destination Guadeloupe, catégorie classe 40, j'ai raison, voilà, sur un bateau qui était tout neuf. Et en novembre dernier, il fait 25e. 3 mois plus tard, il décide de faire une annonce assez particulière. Il décide d'arrêter la course au large après 7 ans de compétition. La raison, écologique. Voilà, c'est une décision et un choix radical. Ça fait beaucoup de bruit dans le milieu de la voile, dans le milieu du sport en général. Et avant d'échanger avec lui, on va regarder et on va écouter le message qu'il a envoyé sur les réseaux sociaux le 15 février dernier. J'ai pris la décision d'arrêter la course au large pour raisons écologiques. Aujourd'hui, il paraît évident que la dérive climatique et l'effondrement de la biodiversité sont notre réalité et il n'est vraiment pas très sérieux de continuer à fermer les yeux. Faire plus vite, plus grand, plus nombreux, sans limite, pour moi, cette vision égoïste et indécente de la performance n'est juste plus possible. Elle est déjà obsolète. Donc aujourd'hui, concrètement, comment on fait pour faire bouger les choses? Comment on passe à l'action? J'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, il fallait faire rêver à autre chose, montrer de nouveaux imaginaires. Donc aujourd'hui, je renonce à la facilité, à l'immobilité du conformisme et je me risque à inventer un futur désirable, quelque chose de plus sobre, plus simple, plus beau. Je vais donc continuer à fabriquer des rêves, mais des rêves différents sur l'océan. Voilà, c'était le message de Stan. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. Assieds-toi là, prends un micro. Bonjour Stan. Bonjour. Alors 4 mois après, est-ce que tu regrettes ou non ta décision? Je ne regrette pas du tout et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire cette personne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh ben, je suis en transition. Je pense que je suis en transition parce que c'est quelque chose qu'on doit tous faire au fond de nous. On sait qu'il faut changer les choses. On sait si on est un peu conscient, si on est un peu ouvert et qu'on va chercher les infos au bon endroit, les infos elles sont là. Aujourd'hui, les scientifiques ont fait leur travail. Et il faut juste réussir maintenant à se questionner soi-même, en fait, se dire où est-ce qu'on se dirige, quelle est ma responsabilité individuelle, et comment aussi je peux collectivement contribuer à faire bouger les choses. Est-ce que ta décision, tu l'avais déjà prise avant cette course? Alors, c'est quelque chose qui a mûri longuement. En fait, moi, pour revenir rapidement, j'ai fait une première transat en 2017. Je venais d'un autre milieu à la base, je travaillais dans le cinéma. Où déjà, cette questionnement de qu'est-ce qu'on raconte et comment on fait pour le raconter. Et quand on passe 30 jours sur un bateau, coupé du monde, sans Internet, on doit gérer son eau, on doit gérer son alimentation, on fait de l'électricité avec ses panneaux solaires, du 12 volts, quelque chose, comme quand vous partez en bivouac en montagne, vous êtes responsable de vous-même. Et j'ai fait cette expérience de la sobriété, et je me suis rendu compte que je pouvais être heureux de cette manière-là. Et donc en fait, moi, après, quand je reviens à terre, forcément, d'avoir de l'eau qui coule d'un robinet, d'avoir des boutons partout, d'un seul coup, ça m'a fait un gros déclic. Donc, à partir de 2017, j'ai commencé à me questionner, j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'effondrement, de commencer à se dire, mais en fait, vers où on se dirige? Et puis, plus on va se mettre à liker ou suivre des gens sur certains réseaux, plus l'information, on se rend compte qu'elle est là, qu'elle est juste masquée un peu par les médias. Et ça m'a pris du temps, quoi. Tu n'aurais pas pu continuer ce chemin vers l'éco-responsabilité sans prendre ces décisions? Alors j'ai essayé, ça c'est vrai que c'était des critiques qu'on m'a fait, on m'a dit mais tu pourrais rester dans le milieu. Et j'en suis pendant 3 ans, je me suis dit allez, j'ai monté une asso, je suis cofondateur d'une association qui s'appelle La Vague. On a essayé à notre manière de faire changer les règlements, parce que je pense qu'il y a eu une thématique ce matin sur le textile, il faut qu'on encadre. Quand on met un cadre légal, en fait, si tout le monde a la même règle, on peut s'amuser. Donc moi, j'ai essayé à ma manière de faire bouger les choses. On a créé une asso. Et en fait, c'est ce que je dis, on se retrouve dans quelque chose où en fait, tout le monde se regarde, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais tout le monde est immobile. Et en fait, nous, dans notre petit milieu, comme dans l'outdoor, les sportifs ont des médias, bossent avec des médias, les médias bossent avec des organisateurs de courses, il y a des sponsors et tout le monde se regarde et tout le monde attend que quelqu'un fasse un premier pas. Et personne ne le fait. Donc moi, il y a un moment, je ne peux pas être athlète, aller voir avec une asso qui s'appelle la Water Family les enfants en leur disant qu'il faut aller pisser dans la douche, qu'il faut réduire ce qu'on mange, manger de saison et compagnie, faire attention. Enfin voilà, je ne peux pas dire qu'il faut faire un changement et ne pas me l'appliquer moi-même. Et donc on a essayé de faire changer les règles, mais en fait on est face à un mur parce que ça prend trop de temps. Et je pense que justement, dans l'action climatique,
Il va falloir qu'il y ait des gens qui, par moment, soulèvent le tapis, un peu comme j'ai fait. Voilà, c'est un petit éclat. C'est pas un coup marketing. Non, c'est pas un coup marketing. Parce que moi, j'ai pas envie de tirer la couverture sur moi. Ce que j'ai envie de faire, c'est du bien commun. C'est d'emmener tout le monde vers quelque chose de positif. Tu vois ? Et je pense qu'il faut deux actions. Il y a des gens qui doivent par moment montrer que ça va pas, qui se mettre un peu un coup de poing. Et puis par contre, il y a du travail de fond à mener. C'est pour ça que je suis encore dans mon asso. Je suis encore en train de porter des messages, d'essayer de trouver des voies, d'ouvrir une image qui peut parler. C'est vraiment quand vous êtes en montagne, il y a une voie toute tracée. Il y a les splits qui sont là. C'est ça qu'il faut faire. On ouvre à tous. Non. C'est sûr que de montrer une nouvelle voie, ça demande un certain effort. Et puis on va peut-être se casser la gueule. Et puis ça sera peut-être compliqué. Mais il faut y aller, quoi. Il faut tenter autre chose. Parce que de toute façon, la branche sur laquelle on est tous en ce moment, qu'on le veuille ou non, et on a eu un très bon exposé ce matin, elle est en train de s'alourdir et on a de moins en moins de ressources. Et soit on attend vraiment que ça soit vraiment la merde et que ça se casse, soit on commence à imaginer des choses positives, démocratiquement et tous ensemble. Et c'est ce que vous faites ici tous ensemble en venant vous former, en mettant du collectif, en essayant de s'associer pour faire bouger les lignes. Et ça, c'est super construit. Tu as dit dans plusieurs articles que le milieu de la course au large était faussement vert. Faussement vert parce que c'est vrai pour la voile, c'est vrai pour la haute montagne. Là, vous avez l'image d'un bateau. Si vous voyez la route du Rhum ou le Vendée Globe, on part sur les océans et on avance avec le vent. Fantastique. Mais sauf qu'en fait, tout l'écosystème dans lequel on est, on peut pas. Enfin voilà, il y a un bilan carbone d'un bateau. Aujourd'hui, un bateau qui fait le Vendée Globe, c'est 600 tonnes de CO2. Moi, à un moment, quand j'ai appris ce chiffre, comme vous tous, j'imagine maintenant qu'il fallait qu'on aille vers 2 tonnes d'équivalent CO2 par citoyen, il me paraît légitime que je questionne toutes les activités qui sont au-dessus de 2 tonnes. Donc il y a des activités qui doivent s'arrêter, il y en a qui doivent se transformer. Et en fait, comment on fait pour faire ça, tu vois ? Et au-delà même de l'impact carbone de la course au large, moi, il y a quelque chose aujourd'hui qui me travaille beaucoup, c'est au niveau de l'éthique et de la morale. Est-ce que c'est bien normal qu'on dépense 12 millions d'euros et des compétences humaines, de l'énergie, pour construire un grand trimaran, juste pour jouer pendant une semaine? Après, ça fait vivre tout un milieu, il y a un écosystème. Ah ouais, ça je l'entends très bien, mais là, du coup, on parle de business et d'économie, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'économie zombie. Moi, j'ai découvert ça. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui, aujourd'hui, sont déjà en train de mourir. Ils existent, ils sont sur leur inertie, c'est la fin d'un modèle. Là, je prends l'exemple de la route du Rhum. Il a fallu que j'attende de faire la route du Rhum pour me rendre compte qu'en fait, moi, en tant que skipper, là, je suis en train de faire la promotion de faire des vacances aux Antilles et de prendre l'avion. C'est un modèle des années 70 qui s'est construit comme ça, où on a fait rêver les gens à aller prendre l'avion aux Antilles, et c'est normal. Aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est pas normal de passer une semaine à l'autre bout du monde en prenant l'avion. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire rêver différemment ? Ça, c'est tout le travail, tout l'enjeu de ce qu'on doit faire tous ensemble. Ce matin, Renaud terminait sa conférence en parlant du puzzle, parce que voilà, le puzzle, on sait à peu près comment y aller, mais il va falloir qu'on le rende cool, ce puzzle, qu'on le rende désirable. Et c'est pas facile, parce que ça demande de faire un effort sur soi-même, ça demande de se mettre des limites. Et en fait, si on se pose des limites, je pense que vous l'avez déjà tous vécu, voilà, quand vous avez moins de choses avec vous dans votre sac quand vous allez grimper, quand la logistique est plus légère, et c'est pas forcément la performance pure et dure qui va faire que vous allez être heureux. C'est les gens avec qui vous allez être, c'est les instants de partage. Un ami m'a dit récemment, quelle est la vision du futur qu'on a dans le cinéma ou plein de choses. Si je te demande à quoi ressemble le futur, tu vas me dire Blade Runner, des villes polluées, des choses vraiment, voilà, on a quelque chose avec des voitures qui volent, quelque chose où c'est anxiogène. Mais par contre, si je te demande quel est ton meilleur souvenir de toi, humain, dans ta vie, il y a de très fortes chances pour que ce soit déjà avec des gens, ta famille, ta femme, tes enfants, et très souvent dans un cadre naturel. Donc c'est quand même marrant de se dire que le futur aujourd'hui, tel qu'il est dans notre imaginaire, il est déjà de base mauvais. Et donc en fait, on a un énorme travail à déconstruire, à décoloniser les imaginaires pour construire quelque chose de positif. Et en fait, c'est pas qu'à moi de le faire. En fait, il faut tous qu'on se remette en question et de se dire, moi, ok, là j'ai déserté un milieu, mais c'est maintenant pour proposer autre chose, quoi. C'est pour se dire, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sur un bateau en course pour vous faire rêver? Si ça se trouve, demain, donc là, je vais lancer une expédition artistique engagée où le but du jeu, ça va être d'être sur l'eau et avec les mêmes moyens, les mêmes outils du système, montrer que je peux faire rêver les gens et
d'une autre manière, quoi. Est-ce que tu seras autant suivi que lors d'une course ? Mais je ne sais pas. Mais en même temps, je me dis, il faut que tout le monde se prenne au jeu. Enfin, chacun a une responsabilité. Les médias ont une responsabilité aussi de se dire aujourd'hui quel modèle. Et les marques, je suis désolé de mettre le doigt peut-être sur quelque chose qui est peut-être puissant dans cette salle-là. Mais en tant que marque, les athlètes que vous allez sponsoriser, les messages que vous allez envoyer sur les réseaux, on a une responsabilité qui est énorme. On est tous aujourd'hui des influenceurs. Et pendant un temps, c'était effectivement le marketing, la grosse pub. Aujourd'hui, si je fais une story en disant que j'ai pris l'avion pour aller quelque part, mine de rien, ça ancre le fait que cette normalité est OK. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais il faut qu'on sorte un peu de notre bulle. Et si je me retrouve au Sénégal et que je commence à dire que je suis payé pour faire de la course au large, les gens là-bas ne comprennent pas. Ils n'ont pas le même regard que sur le monde que nous. Donc il faut qu'on soit plus universel et qu'on comprenne que dans notre petit milieu à nous là, de sportifs, où nos seuls enjeux, c'est d'être comment on va faire pour s'amuser en haut de la pyramide de Maslow, parce c'est bon, on est sécurisé, on a à manger, on a à boire, on peut vivre, on est en sécurité. Mais ça reste qu'un jeu en fait. Et si ce jeu-là, on n'est même pas capable dans notre manière de jouer d'être responsable, ça va pas aller, quoi. Il va falloir aussi qu'on fasse rêver à des choses bien, quoi. Qu'est-ce que tu as reçu comme message quand tu as fait cette annonce ? Des gens de ton milieu ? Des gens de mon milieu, j'ai reçu d'abord, je pense, et c'est là où c'est rigolo, de la jeune génération sur Instagram. J'ai reçu beaucoup de soutien parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent s'engager, qui demandent que ça, de trouver des opportunités pour faire quelque chose de bien. On le voit bien, il y a plein dans les grandes écoles, il y a des gens qui désertent et qui refusent aujourd'hui de rentrer dans de l'immobilisme, en fait, dans quelque chose qu'on a toujours fait. Donc j'ai reçu du soutien des personnes qui veulent se bouger. Et par contre, sur des réseaux plus, on va dire, plus traditionnels comme Facebook, où le public est plus âgé, j'ai eu forcément des réactions d'hostilité parce que, effectivement, c'est ça qui est peut-être dur, c'est qu'aujourd'hui, quand on porte un message, on va d'abord attaquer le messager. Et moi, d'un seul coup, tout ce que je le disais depuis 3 ans avec mon association, mais d'un seul coup, je l'ai personnifié. Et c'est sûr que j'ai fait une critique de mon sport, qui en fait est une certaine critique de la société en général. Et forcément, quand on s'est battu, quand on a passé du temps, quand on cherche encore des sponsors, quand on cherche à vivre, à essayer de survivre même dans ce milieu qui est très compétitif, là j'ai un peu, c'est comme si j'avais fait prendre une pilule, la petite pilule rouge de Matrix qui permet de se réveiller. Et d'un seul coup, on se dit en fait, c'est pas si beau en fait la photo que j'ai faite. Moi, j'ai fait une photo de l'instant T, j'ai juste mis des réalités. Si après les gens trouvent que c'est une critique, en fait, je les ai mis face à je les ai montrés face à leur réalité, quoi. Et au terme de sponsor, ils ont dit quoi ? Mon sponsor, 2 jours après l'arrivée de la course, je lui ai dit que je voulais arrêter, justement pour ces raisons-là. Il l'a compris. Après, c'est sûr que là, quand d'un seul coup... Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que moi, on m'a accusé, comme tu le dis, est-ce que c'est un coup marketing, est-ce que je fais du buzz ? Mais c'est pas... Effectivement, il y a eu, je sais plus, ça m'est jamais arrivé, j'ai eu plus de 3000 commentaires sur un post. Mais c'est pas moi qui commente, c'est pas moi qui like, c'est pas moi qui réagis. Et effectivement, si je fais un post qui va générer de l'engagement, c'est peut-être que je mets le doigt sur quelque chose où justement ça touche les gens et où il y a un problème. En tout cas, c'est 2 visions du monde d'un coup qui s'affrontent. C'est est-ce que je protège le vivant ou est-ce que je continue dans une voie où en tout cas, c'est même pas protéger. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris, il y a de l'inertie dans toutes les actions qu'on a faites. Là, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est juste commencer à réparer et essayer de réparer ce qu'on a fait de mal. Donc il y a réparer le vivant ou continuer de faire de la merde en fait. Et pour terminer, le bateau, qu'est-ce qu'il est devenu ? Le bateau, il continue sa vie. On a trouvé un autre sponsor, mon sponsor a trouvé un autre skipper. Et même si j'ai réussi à emmener mon sponsor vers cette dynamique écologique, de s'engager, on a fait des choix. Mais moi, ce qui était compliqué pour moi, c'est que dans mon milieu, on était le premier voilier sur la Jacques Vabre, la Transat Jacques Vabre, à avoir une voile composée à 40% de lin. Je montre que ça marche sur la Jacques Vabre, je montre que ça marche sur la route du Rhum, mais derrière, au lieu de se dire tiens, on met une loi, un règlement pour dire tous les voiliers peuvent faire ça parce que c'est déjà une bonne idée, et d'un seul coup, on me dit non, mais si tu veux continuer, continue. Mais nous, on le fera pas ensemble. Et c'est ça qui manque. Aujourd'hui, il y a des actions collectives, il y a des actions individuelles, mais il manque un grand entrain et il faut qu'on légifère à une échelle plus globale, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Stan. Vous pouvez l'applaudir. Tu vas rester là, tu vas venir t'installer à ma place. Et on va poursuivre la discussion. On va parler de l'accompagnement des sponsors auprès de leurs athlètes dans une démarche de transition avec la skieuse freeride de haut niveau, Colline Ballet-Baz et Jean-Martial André, responsable communication, partenariat, prévention, Radiance Mutuelle. Vous pouvez venir.
Et je serai accompagné de Valentine Rolas, qui est chargée projet événementiel et qui a organisé cette journée. Vous pouvez l'applaudir aussi. On va s'installer. Tu vas prendre le foyer le plus confortable. C'est lourd. Bonjour à tous les trois. Alors, avant de débuter, sachez qu'il y aura un temps de questions-réponses à l'issue de cette table ronde, donc n'hésitez pas à vous noter vos questions, on y reprendra à la fin. Alors, Radiance, en 2 mots, Radiance Mutuelle Régionale en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté du groupe Malakoff Humanis, leader de la protection sociale en France, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et Colline, donc championne de ski slopestyle aujourd'hui, plus en backcountry freeride que dans les parcs. Bonjour et merci d'être avec nous. Et Valentine, si tu as un micro, je te propose de débuter. Merci. Bienvenue à vous, Nicolas, du coup, pour cette table ronde. C'est chouette de vous avoir autour de cette table ensemble. Du coup, Colline, qu'est-ce que tu fais, toi, depuis l'arrêt de ta carrière de haut niveau ? Ouais, du coup, j'ai arrêté le ski slopestyle en compétition il y a 4 ans, en 2019. Et depuis, je fais encore du ski à un niveau professionnel, mais plus dans la vidéo. Donc voilà, je skie pour des productions vidéo et ça permet de... Okay. C'est ça qui m'a fait aller vers le freeride aussi, vers d'autres disciplines comme le backcountry, le freeride, le ski de rando. Et donc les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Tu restes actif, quoi. Oui, ça va. Okay. Et, du coup, Jean-Marc, depuis combien de temps, Colline, elle est ambassadrice chez vous ? Alors c'est Jean Martial pour les intimes, mais c'est pas grave. En plus, c'est pas. Je l'ai dit. Pour la petite histoire, ouais. Grégoire m'a justement dit, surtout appelle Jean Martial. J'ai déjà appelé Jean-Marc. Bon, voilà. Je l'ai fait. Allez maintenant. Donc la question c'était. Depuis combien de temps, du coup, Colline oui, alors est ambassadrice ? ça fait 2 ans en fait. C'est un partenariat qu'on a lancé en 2022. Et Radiance, dans le monde sportif, dans le sponsoring, vous avez Colline, vous avez d'autres athlètes ? Alors c'est vrai que l'implication dans le milieu du sport et des loisirs est une implication assez logique pour la mutuelle depuis ses origines. Je dirais que nous sommes des structures qui ont plus de 80 ans d'existence et c'est vrai qu'on a dès le départ amené le volet sport santé de manière très logique parce que tout simplement vis-à-vis de nos adhérents c'était d'avoir une approche préventive plus que curative et donc faire que tout simplement pour la communauté, nos adhérents consomment moins et donc impactent moins les cotisations, alors que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. Et donc c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment une démarche très centrée sur l'activité économique de la mutuelle. Mais avec le temps, bien sûr, on s'est orienté vers le sponsoring plus sportif pour notre notoriété, pour l'image, mais toujours associé à une démarche autour de la prévention, puisque nous avons des chargés de prévention. Pour le coup, c'est pas une approche marketing de maquillage, mais c'est vrai que c'est des actions qu'on mène de manière avec grande conviction. Colline, comment s'est fait le rapprochement ? Le rapprochement, il s'est fait. Vous étiez partenaire du Hi-Fi Festival, où moi, chaque année, en général, j'ai un ou 2 projets vidéo qui passent au festival. Donc le rapprochement s'était fait comme ça. Il y avait une idée, vous m'aviez proposé d'être ambassadrice. Bon, après, je m'étais un peu renseignée aussi sur les valeurs de Radiance au niveau environnemental, s'il y avait des investissements dans des projets très carbonés ou pas. J'avais rien trouvé. Et du coup, ça me plaisait de commencer ce partenariat. Voilà. Alors, Stan a parlé de faussement vert pour la course au large. Est-ce que dans le sport outdoor, il y a forcément du vert ? Comment ça ? Est-ce que c'est green ? Est-ce que c'est 100% vert ? On l'a entendu ce matin. Est-ce que c'est 100% vert ? Non, absolument pas. Nous, c'est exactement pareil. Et le ski, peut-être, alors pire ou pas, je sais pas, mais nous, le ski, on dépend beaucoup des stations de ski. Et les stations de ski ne sont pas vertes. Enfin, les stations de ski, depuis les années 70, ont participé à une énorme artificialisation des montagnes. Et ça, on peut pas dire que ce soit vert, malgré le fait que notre sport se passe en outdoor, que c'est un sport d'outdoor, de nature, de montagne. Et du coup, je pense que la majorité des pratiquants et pratiquantes aiment cette montagne et veulent intrinsèquement la protéger. Mais non, et ça, c'est pour la pratique, je dirais, un peu classique du ski. Quand on est athlète de haut niveau, c'est encore pire parce que souvent, les athlètes sur des compétitions internationales doivent prendre l'avion parfois de manière complètement illogique et aberrante pour faire des sauts de puce aux US, puis en Italie, puis je ne sais où, à cause des calendriers internationaux qui sont mal faits à ce niveau-là.
à ce niveau-là, pardon. Et du coup, ouais, je pense que c'est un peu la même problématique que vous. On parle de sport nature, mais qui, avec tout ce qu'il y a autour, Après, deviennent... sur certains circuits, notamment en CLGP, en voile, on essaye de garder les gens dans la même zone géographique. Bah, ça serait bien. Il serait juste temps de commencer à être logique dans ce qu'on fait dans le sport. Mais effectivement, je pense qu'on a quand même tous une dissonance. Si on aime courir en montagne, si on aime faire du ski, si on aime être sur l'eau, eh ben, d'un seul coup, c'est un peu bizarre de se dire qu'on ne fait pas les bonnes actions et les choix raisonnables. Et en fait, on n'a pas tous la clé. Hein. On fait partie d'un système en fait. Et je pense que Colline comme moi, on est un peu la dernière roue du carrosse et on est juste là à se dire, bah, en fait, on nous a montré que c'était une voie qui était sympa. On a travaillé dur pour tout ça, pour en arriver là. Et en fait, quand on commence un peu à s'éduquer et à voir que c'est un problème, et ben forcément, ça crée des tensions. Et ouais, non, c'est pas parce qu'on est dans la nature qu'on est forcément très propre. Hein. Et du coup, vous, en tant qu'athlète de haut niveau, comment vous pouvez décarboner votre pratique? Est-ce que vous avez à un moment donné posé sur ça et dire, bah, qu'est-ce que là je dois changer dans mon quotidien d'athlète? Bah, je dirais déjà, le premier truc à faire, c'est connaître les ordres de grandeur, c'est se poser des questions. Nous, on s'est rendu compte dans la voile que, comme dans plein de domaines, c'est 75% de notre impact qui vient des transports. Donc effectivement, je prends l'exemple de la route du Rhum, c'est 145 000 tonnes d'équivalent CO2 pour l'organisation de la course entière. Les 75%, c'est les avions, c'est les 2 millions de personnes qui viennent sur le village. Donc effectivement, c'est compliqué parce que quand je discutais avec le responsable RSE de la route du Rhum, il me disait bah, la solution, moi je l'ai, hein, c'est on ferme le village départ et on fait venir personne. Et en même temps, le dernier Vendée Globe qui a eu lieu, période de Covid, on a lancé une course où il n'y avait personne, il n'y avait pas de spectateurs. Et en fait, la course a existé aussi. C'est comme l'exemple de vous dire si on doit réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre liées aux avions, la réponse, elle est facile. On diminue le volume des avions qui volent par 2. Mais ça nécessite de se dire ah bah, j'aurai peut-être moins de choix, je vais peut-être me contraindre un petit peu. Et alors oui, j'entends qu'on va me dire oui, mais vous me privez d'une certaine liberté. Mais dans la vie de tous les jours, si on est en société, si on vit en société, c'est parce qu'on s'est mis des règles. Est-ce que c'est une absence de liberté de se dire qu'on roule à droite et pas à gauche? Voilà, ça c'est une règle qu'on a tous les jours dans nos vies. Mais par contre, sur l'écologie aujourd'hui, même s'il y a des volontés, comme disait notre ami ce matin, on sait où il faut lancer les fléchettes, mais les fléchettes, elles ne sont pas encore parties, quoi. Donc il va falloir qu'on se pose des vraies questions, quoi. Colline, décarboner sa pratique. Ouais, décarboner sa pratique. Bah, moi, je dirais qu'il y a un peu deux grands volets. Il y a déjà le volet individuel de se renseigner, être au courant au maximum des enjeux, de ce qui se passe, d'essayer de décarboner sa propre pratique. Donc là, c'est au niveau très individuel. Prendre moins l'avion pour ceux ou celles qui étaient amenés à le prendre beaucoup. Tu as dû concrètement prendre des décisions à des moments donnés, à dire bah non, finalement, ça, je vais pas le faire ou le revoir. Il y a souvent à dire non, oui. Mais c'est dur parce qu'on sort du système et si on commence à dire non. C'est des opportunités peut-être manquées, d'autres qui peuvent s'ouvrir aussi. Non, Après, on rentre dans ça reste en tout cas, ça reste un effort, quoi. Et c'est pas la norme encore. Voilà. Et à notre petite échelle de sportifs, pas de haut niveau. Eh ben, je pense qu'il faut se questionner, se dire. Enfin voilà, essayer de faire moi, ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est de se dire voilà, si j'ai besoin d'un produit pour aller faire du trail, bah, est-ce que j'essaye de le trouver d'occasion? Est-ce que j'essaye de combien de temps j'en ai besoin? Moi, je cherche beaucoup des produits, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que tous les gens dans cette salle prennent en compte, c'est la durabilité. Moi, je rêverais, et je sais que Salomon commence à le faire, par exemple, de remettre des semelles sous les semelles, de remettre du grip. Je trouve ça génial. On revient au basique du cordonnier, mais je suis désolé, c'est la durabilité, le choix que je vais faire dans un produit, il est hyper important, quoi. Et puis la réparabilité et aussi. La réparabilité. Et je pense qu'il y a aussi... moi, je bosse avec une marque. Ce qui m'amuse beaucoup, tiens, peut-être à dire aussi, c'est que tous les partenariats techniques que j'avais, quand j'ai été voir tous mes partenaires, aujourd'hui, ils me disent, mais dès que tu lances quelque chose, on te suit. Parce qu'ils ne m'ont pas claqué la porte au nez en me disant, c'est nul ce que tu as fait. Moi, je bosse avec une marque qui fait des cirés, des vestes étanches, qui s'appelle Guicoten. C'est vraiment un savoir-faire français. Et ils mettent en avant le fait de réparer les cirés. Et par contre, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont un modèle, une seule couleur, et c'est la même depuis 5 ans, ils ne l'ont pas changé. Et ils préfèrent faire de la qualité, quelque chose de continu, plutôt que d'essayer toujours de courir derrière des nouvelles modes, des nouvelles tendances. Et voilà, je pense qu'on doit tous, en tant qu'athlètes ou sportifs du dimanche, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça implique, et connaître les chiffres, en fait. Voilà.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, il y a vraiment les volets transport et produits qui sont vraiment importants et sur lesquels on peut facilement agir. Et il y a un autre volet, moi, que je rajouterais, que je trouve assez important, c'est le côté engagement. Dans la mesure de notre temps, mais dans des associations, dans des collectifs de protection de l'environnement. Voilà, il y a pas mal d'associations dans les milieux outdoor, enfin des choses qui nous parlent. Mais je trouve que le fait d'agir en collectif, ça donne des idées, ça donne de la motivation, ça permet de donner un petit peu plus de force à ces actions aussi. Ouais. Et même ça, si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, si d'un seul coup vous êtes quand même sur Instagram et que vous trouvez ça cool de montrer que vous êtes parti en vélo pour aller faire de la grimpe, et ben mais faites-le quoi. Enfin, influencez vos amis. Vous êtes tous des influenceurs. On est tous des influenceurs. Tu vois. Et il va falloir qu'on rende cool des pratiques qui sont pas encore cool. Donc il faut qu'on y s'y mette tous, quoi. Jean Martial, du coup, j'insiste. Est-ce que la protection de la nature ou l'engagement, en tout cas, fait partie des critères chez Radiance Mutuelle, votre choix d'ambassadrice? C'est vrai qu'au départ, honnêtement, non. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Colline, on s'est mutuellement observé, en tout cas, on a regardé si on avait des valeurs communes. Et c'est vrai que nous, on touche autour des valeurs humaines, de solidarité, d'environnement, malgré tout. Et c'est vrai que on a trouvé. Oui, c'était naturel finalement. C'était assez logique. Je pense que, en plus, on a un champ d'action qui est régional, donc on savait que dans ce qu'on allait produire ensemble, on restait sur des actions qui étaient raisonnables en termes d'impact. Voilà. Et en quelques mots, votre politique RSE, concrètement, ce que vous faites vous concrètement? Concrètement, alors, je dirais qu'on peut toujours aller plus loin. Alors peut-être que ce sera perçu pour certains comme le minimum syndical, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un levier environnemental puisqu'on a une flotte de près d'une trentaine de véhicules. Donc déjà, on est en train de tout basculer en hybride, plus l'incitation qu'on peut faire au niveau des collaborateurs pour utiliser les deux roues. Un exemple, il a été demandé, par exemple, sur des sites, d'avoir des douches pour pouvoir permettre aux collaborateurs de se rafraîchir et d'utiliser en fait leur vélo beaucoup plus facilement. Ça paraît être un détail, mais en l'air de rien, ça a embarqué pas mal de personnes. Il y a aussi un levier social de par les actions de nos chargés de prévention. Comme je disais tout à l'heure, autour de la promotion de la santé et puis des grands enjeux de santé publique. Et puis, on a un volet, on va dire, économique. On s'est engagé au niveau national, en tout cas dans notre région, mais sur une association qui œuvre dans la mise en place d'installations photovoltaïques avec les centrales villageoises. Et on a une dizaine d'engagements sur ces associations locales, en Haute-Savoie, mais aussi dans le Nord-Isère. Et c'est vrai qu'il y a une très bonne dynamique autour de ces associations qui embarquent des particuliers, mais aussi des entreprises, également des collectivités locales. Donc c'est vraiment des actions très concrètes. Après, c'est toutes les actions au quotidien, c'est-à-dire limiter l'utilisation des photocopieuses, les gobelets, également les goodies. C'est vrai que j'ai mauvaise conscience, je suis à ce poste depuis pas mal d'années. Mais c'était des millions de goodies utilisés. Aujourd'hui, on a arrêté. Voilà. Des gestes de base, Stan, c'est déjà pas mal. C'est juste normal, en fait. Je pense que effectivement, les éco-gestes... en fait, ce qui me gêne dans les éco-gestes, c'est qu'on fait porter la responsabilité sur la personne. Et aujourd'hui, si vous ne triez pas vos déchets, vous allez vous sentir mal. Et c'est pas normal, en fait. C'est pas normal que des solutions systémiques, donc à l'échelle d'un gouvernement ou de grosses entreprises, que ce ne soit pas elles qui portent cette responsabilité-là. Et il y a une phrase que j'ai envie de vous dire là aujourd'hui, c'est qu'en fait, tous ces éco-gestes, j'emprunte cette référence à Timothée Parric, qui est un économiste qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Ralentir ou périr », que je vous conseille vraiment de lire, où il dit qu'en fait, si on essaye juste de faire des petits ajustements, c'est comme si on essayait de changer, on se battait pour changer la chanson d'un autoradio sur une voiture qui est en train de foncer dans un mur. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut discuter longtemps en fait, de se dire quelle chanson on va mettre, mais en fait, on ne fait rien de global, on ne fait rien de vraiment engageant pour changer radicalement de trajectoire, quoi. Donc oui, c'est la base des éco-gestes, mais il faut en fait questionner, en fait, et ce matin, ça a été dit très très bien, et je suis très heureux que le message soit passé par Renaud, c'est à quel besoin fondamental répond chacune de nos actions. Moi, aujourd'hui, quand je fais du sport, comme avec Colline ou d'autres, on fait rêver les gens. Si vous fabriquez des vêtements, c'est pour répondre à un besoin concret de protéger quelque chose. Mais il va falloir juste qu'on se dise, mais quel est le but en fait de ce qu'on fait, quoi. Il faut que chacun se questionne. Voilà. Ça, c'est le message que j'aimerais faire passer, quoi. Très bien. Et, du coup, Jean Martial, par rapport à Colline, est-ce que vous lui imposez des choses
choses qui sont écrites noir sur blanc, imposées dans cette politique justement environnementale de Radiance ou Non, peut-être qu'on devrait lui imposer plus de choses. Non, je pense en qu'il n'y a fait, pas forcément besoin. C'est plus un contrat moral, même si bien sûr on a une convention ensemble. Mais non, on n'a pas de part, je dirais, les valeurs que l'on porte, on n'a pas verrouillé, entre guillemets, plus les choses que ça. Pourtant, c'est déjà fait naturellement, de toute façon. Complètement, ouais. Sans forcément mettre de contrat sur ça, en tout cas. Oui. Donc, Colline, pour l'instant, pas de contraintes pour l'instant. Ouais, et puis c'est même souvent l'inverse en fait. Je suis d'accord. Pas avec vous, mais en fait la réalité, c'est enfin là pareil, un petit appel à sûrement pas mal de marques qui sont ici, mais la réalité c'est que souvent nos sponsors peuvent nous demander à l'inverse d'aller à l'autre bout du monde pour un meeting, on peut être sollicité pour aller sur des événements où si tu vas pas, c'est un peu mal vu, mais il se trouve que l'événement est au Canada. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Il faudrait que ça parte de la marque effectivement sur ce contrat et ces règles, comme on parlait aussi tout à l'heure, de se mettre des règles à un moment donné, là auprès du coup des athlètes, voilà pour. Oui. Ou que pareil, en collaboration avec les marques, on puisse se dire pourquoi pas ce meeting annuel, là, le faire entre Européens, entre Canadiens. Alors ok, il y a un côté humain qui va peut-être se perdre à l'international, parce que c'est vrai que pour travailler avec les homologues canadiens, c'est sympa de se voir de temps en temps. Mais il y a peut-être des tu choses prendras à un faire, bateau. On pourra prendre des bateaux. C'est là où on doit peut-être réinventer les choses aussi. Mais juste d'accorder On du temps. aura un tout petit peu de temps quand même. Mais c'est ça, mais le temps, c'est aussi un des critères fondamentaux. Si d'un seul coup, quand tu es athlète, on te dit il faut aller de l'autre côté parce qu'il y a de la neige, ainsi de suite, mais ça, c'est un modèle qu'il faut arrêter. Il faut se dire que, ok, si on va filmer quelque part, faire une production ou même faire un shooting photo, mais reprenons un facteur temps et acceptons que tout ne doit pas aller toujours très vite et on n'aura pas le choix puisqu'on n'aura plus les moyens d'aller vite dans le futur. Donc voilà, donc la voile, c'est l'avenir. Voilà. Et on a compris. Je suis complètement d'accord. Et au niveau de la montagne et du ski, nous, le ski, on est très dépendant de la neige et les conditions rêvées idéales sont la grosse poudreuse. Et nous, il faut aussi qu'on accepte que si on reste dans les Alpes, il n'y ait peut-être pas cette grosse poudreuse tous les ans. Et du coup, accepter aussi que les festivals... c'est tout un truc qu'il faut changer, un système qu'il faut changer. Parce que si dans ton film, il n'y a pas de poudreuse et que du coup, il est refusé à des festivals, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est aussi tous les acteurs, actrices de ce milieu, de cette industrie. Ça concerne plein de parties prenantes, finalement, un ensemble de personnes. Et, complètement, oui, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas que les athlètes. Et tout à l'heure, Stan, tu parlais, et c'est bien vrai, les athlètes ont un rôle d'influenceurs, de transmetteurs de messages sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'en tout cas, selon vous, ils le font déjà pas mal sur les athlètes que vous côtoyez, sur ces messages positifs, ou vous en pensez quoi ? Je pense J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à se positionner sur ces sujets. Il y a cette théorie qu'il faut qu'il y ait 100 singes qui adoptent un nouveau comportement pour qu'il soit validé par la communauté. Donc en fait, il y a un moment, si moi je commence à montrer que je suis heureux en faisant du bateau et que si mon critère de performance, ça peut être aussi peut-être même d'un point de vue de bilan carbone, si je me dis tiens, avec tant de bilan carbone, j'arrive à faire ça et je suis très heureux et c'est cool. Ou alors de dire que comme Marion Herty là, avec North Face qui a fait un film où elle est partie au Népal mais elle n'a pas raidé la face énorme et elle a quand même réussi à montrer que c'était cool et que c'était humain. Enfin, je veux dire, remettre le facteur humain au centre de la performance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si je vous parle du Vendée Globe aujourd'hui, ici j'imagine qu'à Annecy vous n'êtes pas au courant qu'on a telle version de foil, de mât, de voile. Non, ce qui vous intéresse potentiellement c'est de voir que c'est un petit bonhomme ou une femme qui part sur l'océan et qui est livrée à elle-même sur l'horizon. Et aujourd'hui c'est l'humain qui compte. Donc même si, il va falloir, si on réduit les critères un peu partout et si on arrive à rendre ça cool, encore une fois, il faut qu'on fasse de l'influence positive. Et donc c'est notre rôle comme sportif, athlète ou même au quotidien, ce que je disais tout à l'heure. Chacun est responsable un peu par les choix qu'il fait au quotidien de montrer qu'il y a une autre voie qui est possible. Est-ce que tu étais plus liké quand tu étais sportif de haut niveau qu'aujourd'hui ? Eh ben, je t'avouerai que là, j'ai fait une pause des réseaux sociaux qui me fait beaucoup de bien, parce que je me pose la question de savoir quelle image je renvoie. Et là aujourd'hui, je t'avouerai que je fais attention, j'essaye de faire attention à ce que je mets en avant. Mais je suis certain que j'ai généré beaucoup d'empathie et j'ai trouvé en tout cas une nouvelle voie, un nouvel endroit vers lequel me diriger. Voilà. Et Colline, toi, tes messages, tu penses qu'ils sont bien compris, ceux que tu veux faire passer sans forcément les dire, en les montrant ? Je sais pas trop, j'espère. Ouais, j'espère. Moi,
Je voulais juste mettre le doigt sur le fait que des fois c'est compliqué. Enfin, on a pas mal de discussions entre athlètes professionnels là-dessus et ça peut être compliqué. Alors d'une parce que on n'est pas des professionnels de la communication environnementale, de la science. Enfin voilà, il y a certains sujets sur lesquels c'est pas évident de prendre position quand ton truc c'est de faire du snowboard ou de la voile, enfin juste au niveau connaissance. Donc là, c'est pour ça que ça rejoint le fait de. Après, vous êtes sur le terrain. C'est important d'être. Vous connaissez le terrain. Oui, mais on est sur le terrain pour faire notre sport. C'est quand même différent. On n'y va pas en tant que scientifique. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, et c'est aussi important pour les marques, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour communiquer sur les bonnes actions ou sur des choses. Et effectivement, parfois, vous allez avoir il y a un risque d'être taxé de greenwashing. Mais en fait, dès qu'il y a une bonne solution, un bon petit truc, même si vous n'êtes pas parfait, mais allez-y, mettez-le en avant. Parce qu'il faut que montrer à tout un chacun que les choses sont en train de bouger. Et s'il y a une bonne idée, allez, on la met en avant et on communique dessus, quoi. Il faudrait qu'il y ait aussi cultiver la bienveillance dans les réactions et de pas forcément pointer, toi, oui, ok, tu as ce message-là qui est intéressant, mais à 2 ans, tu as pris l'avion et du coup, c'est pas légitime à dire ça. Ça veut pas dire qu'on a nos torts. Si on attend d'être parfait complètement pour communiquer sur le fait d'être parfait, on sera tous... ça sera fini, quoi. Et pour en revenir du coup aussi avec la relation avec les sponsors, sur la communication du sponsor croisée avec du coup celle de l'athlète, est-ce que du coup je m'adresse à toi Jean-Martial, mais une communication aussi intéressante et aussi comment dire s'adapter vraiment avec l'athlète sur le message qui doit être transmis, l'image évidemment du vrai derrière, on préfère. Oui, c'est vrai que nous, on ne voulait pas spécialement avoir une égérie, je dirais, que d'avoir Colline à côté d'un produit. On voulait plutôt une ambassadrice inspirante, c'est-à-dire de donner du sens aussi aux contenus qu'on travaille ensemble, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de créer des contenus qui, à valeur ajoutée, qui apportent un sens, une information, une dimension, bien sûr, avec une marque qui apparaît, ou un produit, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on mettait en avant, c'était pas l'objectif premier, c'était vraiment de générer des contenus, à valeur ajoutée. Et voilà, alors après, ça se travaille, c'est vrai, parce que ça demande de l'anticipation, c'est un des points peut-être qu'on voulait aborder, mais sur le fait que, avec des sportifs de haut niveau, on n'a pas toujours la disponibilité, ça demande vraiment de l'anticipation et un travail en amont qui nous permet aussi de valider les thèmes qu'on aborde, qu'on travaille. Et du coup, je reviens à mettre le point du coup sur la base finalement aussi d'un contrat, d'un sponsoring entre un athlète et une marque, au final la priorité aussi et cet engagement et ce côté RSE et environnemental d'un espèce d'accord aussi entre ce que la marque va demander au sportif, mais aussi le sportif ce que lui, ce qu'il veut suivre aussi pour avoir le moins d'impact possible et pour que c'est une espèce de juste milieu et d'équilibre. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant d'avoir ce travail-là fait dès le départ sur un contrat un peu revu Ouais, moi je pense que ça pourrait être intéressant. Parce on en parlait sur les... Excuse-moi, je te coupe, mais tu disais bien tout à l'heure sur par exemple de partir faire du shooting, je sais pas où, au final, pourquoi on n'irait pas loin dans un endroit où il y a moins besoin de transport et aussi faire marcher l'économie locale, mine de rien, que de partir à l'autre bout du monde où il y a des très belles images là-bas, il y en a aussi qui sont très belles pas loin, finalement. Oui, moi je trouve que ça serait intéressant de le mettre dans les contrats, parce qu'en effet, dans les contrats, il y a souvent des clauses de nombre d'événements auxquels tu dois participer et tout ça. Et déjà de mettre une base dès le départ sur soit des événements qui sont plus locaux, soit pouvoir faire moins de choses, parce que du coup, en effet, prendre le train mobilité douce, ça peut prendre du temps. Et du coup, poser cette base-là dès le départ, avec les sponsors, je pense que ça enlèverait une sorte de pression de faire toujours plus de performances, toujours plus de voyages loin, parce que on rejoint le truc d'imaginaire aussi, parce que l'imaginaire, il peut être encore, j'espère que ça va changer, mais d'aller au Japon pour avoir la meilleure poudreuse, d'aller au Canada de et si cet imaginaire, si c'est ça qu'on attend de nous, de la part des sponsors ou du public, il y a une pression et on peut avoir l'impression de renoncer à ne pas faire ça, alors que non, ça doit être juste créer un nouvel imaginaire. Ça demande un petit effort, mais en plus, si on fait des actions en local, on connecte beaucoup plus facilement, en fait, à notre public. Donc, de savoir que des aventures peuvent avoir lieu dans les Aravis et pas forcément à l'autre bout du monde, en fait, d'un coup, moi, petit breton que je suis, quand je vois des gars qui s'amusent dans les combes à la Clusaz, je me dis, en fait, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, quoi, tu vois. Donc, et de communiquer dessus, et donc du coup, avoir ce rôle aussi, et voilà, pour
tous les pratiquants qu'on est aussi de notre petite échelle, d'inciter vers ce genre de pratique. Finalement, voilà, je vais aller pratiquer à côté de chez moi et je vais revoir justement mes plans. Et, Surtout qu'on est quand même gâtés dans les Alpes. Bah ouais, là, on peut Il rien. y a un pour gros le coup. terrain de jeu. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez les applaudir. Merci Valentine. Grégoire, je voudrais rajouter un truc. Tu peux rajouter un truc. Tu as le droit. Je trouve ça super de faire une journée entière sur le thème de la décarbonation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 9 limites planétaires et que le carbone, c'est qu'un petit problème. Parce que si d'un coup, on se retrouve à avoir une pratique sportive complètement décarbonée, mais que nos eaux sont polluées, que nos océans ne peuvent plus fournir d'oxygène, et qu'en plus, on a artificialisé tous les sols, on sera bien content de courir dans des super baskets, mais si on court sur un parking où on ne peut pas boire, pas manger, en fait, ça ira pas. Voilà, donc il y a d'autres manières de voir les choses. Donc vous avez plein de tables rondes pour le futur. Oui, il y a plusieurs OSV Explore à venir. Merci beaucoup. Ne bougez pas. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? On va faire circuler un micro. Alors s'il n'y a pas de questions, si, il y en a une à droite. Alors j'ai pas vu. Ah non, là, juste là. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Florian Auger, je suis le directeur du design chez Watercraft. On est une agence de design global basée à Bayonne. On aide les marques à se projeter dans les besoins des utilisateurs pour le futur et à préparer du coup leur évolution en termes de produits et en termes de positionnement. J'ai une question du coup plutôt pour toi, Stan. On sent que tu as beaucoup de rancœur envers l'absence de régulation ou de beaucoup de déception du moins. Pour moi, la partie forcer le changement avec des lois et des normes, elle peut intervenir qu'à partir du moment où on a, disons, la moitié d'une population qui va porter et être d'accord avec ce changement. Sans quoi, forcément, l'organisme qui pose la loi va se faire sortir. Et la régulation, pardon, de la même manière. Cette première moitié serait plutôt sur l'influence, comme tu en parles très bien. Et du coup, en ce moment, là où on en est, la balle est plutôt du camp de l'influence. Et donc, créer cette nouvelle vision qui soit plus positive, qui soit plus dans cet extrême de plaisir, d'immédiateté, de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, quels sont tes plans à toi pour créer cette nouvelle manière d'influencer sans que ce soit parfait ou sans que tu aies la réponse absolue? Qu'est-ce que tu as prévu d'essayer? Qu'est-ce que tu as prévu d'amener? Écoute, comme je l'ai dit, là, moi je vais monter une expédition artistique engagée où j'ai envie qu'on revoie de manière, par le prisme de la beauté et de l'art, que ce soit un nouveau critère de performance. Parce que le critère d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus gros, en fait, c'est pas soutenable. Donc en fait, à titre personnel, là, j'ai envie de voyager, j'ai envie de continuer à montrer la beauté du monde, montrer qu'on peut, à faire des aventures loin, pas loin, sur un bateau, utiliser la mobilité douce. Mais j'ai quand même au fond de moi l'envie, et ça va peut-être mettre un peu plus de temps à mûrir, mais de montrer qu'on peut faire un événement nautique alternatif. De montrer que, et là pour le coup je m'inspire vachement de ce qui se passe dans la montagne, parce que de montrer qu'il y a des courses en trail où tu tournes en boucle et c'est toutes les heures, il faut repartir et d'un coup, c'est pas la performance du mec qui court le plus vite qui va gagner, c'est celui qui va durer le plus longtemps, c'est celui qui aura un bon mental, c'est des histoires humaines. On peut aussi imaginer des compétitions, ou même pas une compétition, un rassemblement où on va juger la meilleure histoire. Imaginons que demain vous organisez une traversée des Alpes en équipe. C'est celui qui aura monté la meilleure équipe, le meilleur projet. Peut-être quelqu'un qui va emmener son grand-père, peut-être une équipe 100% féminine, où il y aura de l'inclusion. Enfin, il y a plein de manières d'imaginer les choses. Et c'est à la fois aux marques de soutenir ces initiatives-là, c'est aux médias de les mettre en lumière. Nous, on fait ce qu'on peut avec nos petites idées. Mais pour juste répondre sur ce que tu dis sur la légitimité et la manière de légiférer, moi, il y a quelque chose qui me choque aujourd'hui, c'est que les gens qui ont le pouvoir, qui font les règles, ce sont eux qui font leurs propres règles. Là, demain, en fait, on vit tous dans des mini-bulles. Et typiquement dans la voile, là, on est en train d'essayer de monter une assemblée citoyenne pour le prochain Vendée Globe, pour que les gens qui sont fans de bateaux, on leur pose vraiment la question de leur dire c'est quoi que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de voir des bateaux qui vont 2 fois plus vite, qui sont 3 fois plus larges et qui vont potentiellement taper donc du coup 3 fois plus de collisions avec les baleines? Ou est-ce ce qui vous intéresse, c'est de voir des gens qui vont vivre des aventures extraordinaires sur un bateau, qu'il aille vite ou pas vite? Donc en fait, le fond du problème, il est, je pense, justement de se dire qui fait les règles en fait. Et si ce sont les gens qui sont au pouvoir qui font les règles, forcément
on se protège et on protège le milieu et ça met du temps à changer, quoi. Donc il y a un travail d'influence, mais il va y avoir aussi un travail à un moment citoyen et collectif de rentrer un peu en résistance et de montrer qu'on a envie de changer les choses, quoi. Moi, j'ai d'autres questions. Ouais, très bien. J'ai une petite question entre deux. Est-ce qu'il y a d'autres sportifs, influenceurs comme vous, à suivre? On n'est pas si nombreux que ça. On n'est pas si nombreux que ça parce que je pense que ça demande un effort, ça demande de sortir des sentiers battus. Et puis, en fait, c'est bien confortable une fois qu'on est en place de bien rester au chaud dans le moule, tu vois, de profiter du truc. Moi, à chaque fois que j'ai eu des discussions là avec d'autres skippers, souvent on me dit mais ouais, je suis d'accord avec toi sur le fond, mais bon, écoute, j'ai mis longtemps à avoir mon bateau, mon sponsor, je vais en profiter encore un petit peu, quoi. Je vais tirer la corde. Et je pense que c'est dommage parce que il va falloir, si le modèle commence à changer, si on arrive à montrer d'autres choses, on va rendre désirable et les gens qui auront cette sensibilité-là vont d'abord se sentir mieux dans leur peau et dans ce qu'ils vont raconter. Et puis, en fait, ça sera juste du bonus pour tout le monde, quoi, parce qu'on va raconter des belles histoires. Colline? Ouais, non mais oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais moi j'ai quand même 2-3 noms en tête. Tu vois, il y a un snowboarder suisse, Matt Scher, qui est glaciologue et qui s'engage beaucoup et qui fait toute sa pratique du snowboard sans voiture. Donc ça, c'est pas évident. Un skieur, Gaëtan Gaudissart, qui a fait une série tout autour de cette problématique-là qui s'appelle Conscience. Il avait fait un film aussi. Donc il y a des initiatives. Il y a de plus en plus aussi de projets ski vélo, qui sont de plus en plus décarbonés. Dans les festivals, on voit de plus en plus ce genre de projets. Donc il y a quand même un début là-dedans. Donc j'espère que ça va donner des idées. C'est sûr. Donc il y avait une autre question. Encore, encore deux. Bonjour, du coup Théo, Théo Marin, je suis chez Salomon, je gère la partie développement durable pour la partie ski, et tous les articles de ski et sport d'hiver. Du coup merci, c'était super cool. Et moi j'ai une question parce que je parle beaucoup avec des athlètes, notamment ski. Les jeunes sont très engagés, mais d'un autre côté ils sont vachement à la recherche de performance. Et du coup c'est ultra dur pour eux. On leur dit, souvent c'est des athlètes un peu plus âgés, qui ont déjà eu une carrière avant, qui ont pu faire les X-Games, les Jeux Olympiques. Et aux jeunes, on leur dit, non, vous n'avez pas le droit, nous on a pu le faire, mais vous n'avez pas le droit. Donc comment vous pensez qu'on peut s'adresser à eux pour essayer de leur expliquer? Moi, là, je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il faut, surtout pour les jeunes qui ont, je pense, moi en tout cas, quand on est jeune dans un sport, on a vraiment l'esprit guidé par notre performance, notre envie de progresser, il faut que les règles changent. Les jeunes, parce ils sont dans un cadre. Moi, j'étais dans le cadre des Coupes du Monde de la FIS. Le cadre était horrible. Et du coup, soit tu te sortais complètement... Enfin, horrible. La FIS n'est pas une structure très écologique et il fallait prendre l'avion de manière aberrante pour faire les compétitions. Soit tu te sors de ça, mais tu me fais un peu une croix sur ta carrière. Soit tu essayes de l'influencer de l'intérieur, mais pour des jeunes de 17-18 ans, va influencer une fédération. Donc, faut que les structures changent. Et, mais si une marque comme Salomon développe des bonnes initiatives et leur donne les moyens de s'exprimer et justement de créer quelque chose de bien, je pense que il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Et je veux juste rebondir sur quelque chose que je trouve rigolo. Ici, j'imagine qu'il y a plein de responsables de développement durable. Moi, aujourd'hui, là, je suis désolé, mais il va falloir qu'on déconstruise ce terme-là aussi. On ne peut pas continuer à tirer de tous les côtés et être durable. Si on veut être durable, il faut faire ce qu'on appelle, c'est peut-être un gros mot pour certains, mais de la décroissance soutenable. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on diminue un peu notre palier, qu'on fasse redescendre la courbe et qu'on arrive à la maintenir. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose dans la tête, c'est dur à imaginer, mais il faut faire cet effort-là, quoi. Oui. Oui, j'ai une question pour Coco et puis j'aimerais bien qu'elle aille au bout sans être coupée par du mansplaining. Du coup, Coco, est-ce que tu as déjà ressenti de l'auto-censure par rapport à tes engagements vis-à-vis de tes sponsors, vis-à-vis de l'industrie et petit cas pratique, retenue collinaire de la Clusaz par exemple? Quand tu dis de l'autocensure, c'est de la censure que je me fais à moi-même ou... Oui, exactement. Alors, je peux répondre de plein de manières possibles, mais déjà, en effet, des fois, moi, je me sens pas légitime de m'exprimer sur tel ou tel sujet parce que je sais que dans le passé, j'ai pris beaucoup l'avion, parce que je sais que je suis pas parfaite et que du coup, il y a une sorte de truc où tu te dis, qu'est-ce que je vais aller donner des leçons à d'autres personnes alors que moi-même, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Après, il y a un truc sur lequel on n'a pas trop mis le doigt encore, mais c'est en effet,
changer nos pratiques individuelles, mais aussi on peut avoir beaucoup d'impact en s'engageant dans certaines luttes et certains, voilà, notamment le milieu de la montagne. Moi, je suis persuadée que le milieu du ski, il faut que ça aille vers faire avec l'existant et arrêter d'artificialiser encore de plus en plus la montagne. Et il y a des luttes qui existent pour ça, il y a des associations qui existent pour ça. Donc moi, je trouve que c'est aussi un volet important si on se retrouve dans ces luttes de soutenir ça. Et oui, notamment, tu parles de la retenue collinaire de la Clusaz. Moi, j'étais allée faire un tour à la ZAD là, pour voir ce qu'il en était et confirmer ce que je pensais de ce projet. Donc, je suis contre, bien sûr. Et je pense que voilà, si au-delà de nos efforts individuels, on peut aussi vraiment soutenir ces luttes. Et un vrai changement passera aussi par des changements politiques. Alors, des fois, on peut avoir du mal à se dire qu'on va avoir un impact, parce que ça paraît plus abstrait que changer nos pratiques individuelles. Mais il y a des assos qui existent, il y a des collectifs, donc c'est important aussi d'agir là-dessus. Ouais. Encore une dernière question. Oui, bonjour. Arthur, je travaille pour l'association Protector Winters France. J'ai une question sur l'aspect collectif du mouvement. Parce que là, vous avez des prises de position individuelles. Tu disais, Stan, que vous n'êtes pas beaucoup. Et il en faut des prises de position individuelles qui emmènent un peu les autres, mais c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui de vos sports, même si j'ai une petite idée pour le ski, au niveau collectif des prises de position, parce que là on parlait des jeunes tout à l'heure avec Salomon, évidemment ils ont du mal à prendre position, et peut-être parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils ont peur de s'exprimer par rapport aux autres jeunes, parce qu'ils se disent qu'on va prendre leur place, c'est évidemment légitime. On a vu cet hiver là, les athlètes de la FIS, justement, 400 athlètes FIS qui ont signé une charte, une lettre ouverte à destination de la fédération pour exiger des changements. Je ne reviendrai pas sur la réponse qui est déplorable, mais bref, quel est l'état un peu du mouvement collectif? On voit qu'aux États-Unis, ils ont tendance à beaucoup s'allier entre eux, les athlètes, même entre les marques concurrentes parfois. J'ai l'impression qu'en France et en Europe, c'est un peu compliqué ça. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus sur comment, est-ce que ça vous semble faisable et facile de rassembler d'autres athlètes avec vous, professionnels, engagés ou pas, pour aller voir les politiques, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des politiques, mais pour aller voir les politiques, les marques, etc., pour exiger des changements systémiques du coup? C'est sûr que plus on sera nombreux, plus on aura du poids, mais moi, pour voir ce qui se passe dans le bateau, j'ai été donc à l'initiative de beaucoup de lobbying en fait avec mon asso. J'ai organisé des sondages et quand tu fais des sondages, moi j'ai 80% des coureurs qui disent on est prêt à avoir des contraintes et pour faire bouger les choses. Et après, tout le monde se regarde et tout le monde se dit c'est peut-être à la fédération de se bouger. Puis la fédération, elle regarde un peu les organisateurs de courses et les organisateurs de courses disent non mais c'est aux athlètes enfin tout le monde se renvoie la balle. On est dans un moment en ce moment où on sait qu'il y a des choses qui vont pas, mais tout le monde attend de faire le premier pas. Et ce matin, il y avait quelqu'un qui disait qu'effectivement, en France, en Europe, on est plutôt bien par rapport à d'autres pays. Et donc, pourquoi on irait se dire, on va attendre que les Chinois fassent des choses pour se bouger? Mais en fait, ça marche pas comme ça. Je pense qu'il faut que chacun, à notre échelle, on fasse des changements. Mais sur le côté collectif, moi, je vois une certaine très très grosse inertie, quoi. On n'a pas cette tradition du collectif. Et puis après, ce qui est compliqué, c'est que chacun y voit toujours un petit enjeu. En tout cas, dans mon métier, chacun galère pour trouver du financement. Et une fois qu'on a du financement, c'est compliqué de se dire qu'on va peut-être potentiellement mettre en jeu ce pourquoi on s'est battu. Et moi aujourd'hui, je fais un choix un peu radical, mais aujourd'hui, je me retrouve libre. Mais cette liberté, elle a un prix, quoi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai plus de sponsors majeurs, j'ai plus de revenus pour l'instant. Et il va falloir que je trouve un nouveau modèle, une nouvelle manière de voir les choses. Mais il va falloir qu'en fait, on arrive à montrer qu'on peut collectivement faire des choses, quoi. Mais c'est pas gagné, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'au niveau du collectif, heureusement qu'il y a les associations qui existent. Enfin, je ne sais pas s'il y a l'équivalent dans le milieu de la mer, mais Protector Winters dans le milieu du ski et du snowboard marche beaucoup. C'est né aux US, mais il y a des antennes maintenant dans pas mal de pays d'Europe. Et c'est des regroupements qui donnent de la force dans ton message, qui aident aussi à structurer son message, parce que comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas des c'est pas notre cœur de métier de communiquer là-dessus. Et pour moi, c'est des structures qui sont clés. Je confirme qu'on aimerait bien ne pas être... Moi, si j'avais pu faire que du bateau et ne pas m'engager dans l'écologie, ça aurait été avec plaisir. Mais il y a un moment, quand on voit ce qui se passe, soit on fait un gros déni et on fait que regarder ses baskets et on fait comme si de rien n'était.
Mais si vous avez une conscience à la fois pour vous, pour vos enfants et surtout pour les générations futures, les gens qui n'existent pas en fait, vos petits-enfants, il y a un moment, moi je me dis vraiment, mais à quoi on va ressembler quoi? Je pense que dans le futur, les gens se regarderont en arrière et se diront, mais on était des barbares en fait, tu vois. Donc, ouais, on a une responsabilité, et on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense, je pense, chacun. Voilà, mais c'est ma réflexion personnelle. Merci beaucoup Stan, Colline et Jean-Martial, vous pouvez les applaudir.